Merci beaucoup Thomas Bonnet, Bamba Gueye. Moi je veux bien ces grands discours, Vincent. Je veux bien, la République ne fléchira pas, oui, ils ne passeront pas. Mais la réalité c'est qu'ils passent. C'est que voilà, c'est le proviseur qui est parti. Et l'élève est toujours dans l'établissement. Voilà. Oui, et que c'est la République qui est bafouée à mes yeux. Pas les vôtres. Si vous voulez, ce qui est frappant, c'est qu'il y a un décalage entre le fait de le recevoir à Matignon, vous voyez, la venue du ministre de l'Éducation nationale dans cette cité scolaire du nord de Paris, donc l'État qui se donne à voir, qui se manifeste dans toute sa majesté, puis bon, et la réalité, à savoir que il a donné sa démission et il a jeté l'éponge, mais elle garde le voile. Parce que ce qui est intéressant, ce qui m'a frappé, c'est la petite interview confession que la jeune fille, oui, elle est majeure, mais bon, c'est une jeune fille, donne sur le média du comité contre l'islamophobie en Europe. Vous savez, le comité contre l'islamophobie en France a été dissous après le meurtre quasi rituel de Samuel Paty, et ils sont reconstitués avec exactement le même discours. Maintenant, c'est en Europe, ils sont à Bruxelles, et ils continuent de jouer les incendiaires, les pyromanes. Et là, elle explique à quel point elle a été choquée, elle est traumatisée, etc. Et on se dit, mais attends, bon sang, mais elle aurait dû être virée. Et puis vous êtes choqué aussi par le décalage, donc l'espèce de comédie qui continue, et vous êtes choqué aussi par le décalage entre le communiqué du proviseur, ce qu'il a dit. Il a expliqué qu'il avait quitté, donc, qu'il quittait son boulot pour des raisons de sécurité. Oui. Et puis le communiqué du rectorat qui parle de convenance personnelle. C'est ça. On lui a concédé le droit anticipé de partir à la retraite, le droit de partir à la retraite de manière anticipée. Pour se débarrasser du problème, Vincent. Évidemment. Pour se débarrasser du problème. Il y a dans la façon dont c'est présenté par le rectorat, il y a à la fois une sorte de déni, bien sûr, et en même temps de discrédit porté sur le proviseur. C'est parfaitement hypocrite et totalement écœurant. Vous avez raison, c'est ce que je dénonçais dans mon édito, en disant qui peut croire que c'est pour raison personnelle, alors qu'on est menacé de mort partout sur Internet et qu'on est toute sa famille. C'est la faiblesse de l'État qui crève les yeux, évidemment, oui. Je vais vous passer la parole, mais j'aimerais qu'on écoute un autre témoignage d'une professeure qui a accepté de témoigner face caméra et face à nos micros, parce que voilà, tous les professeurs sont à la fois horrifiés de ce qui s'est passé, mais terrorisés à l'idée de s'exprimer, parce que s'ils s'expriment, s'ils soutiennent le proviseur, c'est le même déversement de haine qui va leur tomber dessus. Écoutez cette professeure de musique interrogée à la sortie du lycée Maurice Ravel. Notre proviseur a appliqué la loi, c'est-à-dire qu'il a demandé à une élève d'enlever son voile. Voilà. Et donc, c'est très bien. Voilà. Donc, je suis désolée, effectivement, qu'aujourd'hui, il est obligé d'arrêter ses fonctions. Ce n'est pas normal. Il y a une pression d'enfer. Il est sur les réseaux sociaux, mis à mort sur les réseaux sociaux. C'est inadmissible. C'est courageux ce qu'elle fait, Geoffroy Lejeune, cette prof de musique, parce que la plupart, ils ne veulent pas nous parler, mais parce qu'ils ont peur. Eux aussi ont peur. C'est la victoire de la peur. Vous pouvez leur en vouloir, les pauvres. Demain, les caméras seront plus là, mais leurs élèves seront encore là, et probablement des élèves qui les menacent, donc qui peuvent les menacer. Donc, elle est courageuse, en effet. C'est ce que je me disais en voyant l'image. Le visage découvert, c'est terrible. Moi, je me mets dans la tête, là, aujourd'hui, de tous les musulmans un peu véhéments. Vous savez, pas les terroristes, pas les islamistes vraiment radicalisés, etc. Juste ceux qui ont envie d'aller tester la limite. C'est une grande victoire pour eux, en réalité. C'est une grande victoire. Il y a l'une d'entre eux qui s'est dévouée pour aller tester la limite. Peut-être qu'elle sera sanctionnée. Peut-être que les quelques-uns qui ont menacé de mort seront sanctionnés. Je l'espère, d'ailleurs. Ah oui, ceux qui ont menacé de mort, oui. Et globalement, ce que disait Vincent est malheureusement parfaitement vrai. C'est-à-dire que vous voyez la mise en scène de la compassion républicaine avec la réception à Matignon de quelqu'un qui va partir à la retraite et qui va disparaître, en réalité. Et eux vont recommencer dans quelques jours, quelques semaines. Et à chaque fois, ils feront un peu plus peur. Et bien sûr, ils feront un peu plus peur et ils feront taire de plus en plus de gens. Et puis, écoutez, un jour, il y aura une bonne âme qui se dévouera politiquement pour dire que finalement, on peut accepter le voile à l'école. Ça ira bien. Nicole Bellouet, qui est la ministre de l'Éducation nationale, a précisé tout à l'heure, le proviseur n'a pas démissionné. Alors voilà, c'est l'Éducation nationale qui parle. Il est en retrait. Il doit prendre sa retraite en juin ou en juillet. Il est en position d'activité où il est rémunéré. Autorisation spéciale d'absence jusqu'à sa retraite. C'est merveilleux. Il est rémunéré, mais ne vous inquiétez pas, sa retraite sera en peut-être 10%. S'il n'a pas pris 3 ans de plus que les 42 non, mais c'est une façon de se débarrasser du problème qui est terrifiant. Non, mais c'est pire que ça. Il aura droit lui aussi à ce petit coup de pied de l'âne.
Non, mais c'est invraisemblable. Oui, pardon. Alors Jean-Sébastien Ferjou qui veut absolument exclure que réellement il ait souhaité, lui, c'est ce que je disais. Maintenant, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Il y a un loup derrière tout ça, c'est-à-dire que lui était proche de la retraite, donc la question finalement, elle était facile à régler. Il y avait que 3 mois, l'administration peut le payer pendant 3 mois sans que ça ait un impact majeur sur le fonctionnement de l'éducation nationale. Mais les enseignants ou les chefs d'établissement qui veulent démissionner, justement, quand vous êtes agent de la fonction publique, vous ne pouvez pas démissionner. C'est le cas aussi dans la police, des policiers qui disent qu'ils veulent arrêter parce que précisément ils n'en peuvent plus, ils doivent avoir des entretiens, parfois ça prend 1 an et demi et ils n'ont toujours pas de réponse parce que le professeur qui se sent menacé, qui ne se sent pas soutenu par son administration, qu'est-ce qu'il peut faire si en plus on lui interdit de quitter... c'est encore autre chose, effectivement. Non, parce que c'est un problème qui est absolument majeur. Parce que c'est un autre problème, Jean-Sébastien. C'est pas exactement le problème de l'islamisme et de l'entrisme. Les deux sont liés, parce qu'on cumule quand même les deux aspects. D'une part, on ne soutient pas, on ne défend pas les membres de l'éducation nationale, et en plus, on les piège. Parce qu'au moins, on pourra avoir l'honnêteté de les laisser partir si on n'est pas capable de les défendre. On a d'un côté des profs 100 000 menacés, donc 1 sur 8, c'est Jean-Pierre Robin qui le disait, c'est pas moi, donc un chiffre quand même assez éloquent, avec une augmentation de la peur, de l'autocensure de la part de ces profs, et qui, avec certains qui ont le courage de parler face caméra en sachant quand même le risque de représailles qu'ils encourent. De l'autre côté des élèves, moi, ce qui me sidère, c'est les différentes versions. C'est-à-dire que les élèves sont plutôt du côté de la version, comme ils disent, de la personne voilée. C'est-à-dire considèrent qu'elle a évidemment été tapée, etc. Donc là, ça m'amène à une réflexion qui est la suivante, c'est que je pense que la bataille culturelle de la laïcité, malheureusement, est perdue aujourd'hui auprès de la jeunesse. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris que c'était une loi, pas de prohibition, d'interdiction, qui allait à l'encontre de leur religion, mais que c'était plutôt une loi, justement, qui permettait la liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire. Et ils visent ça comme une loi liberticide. Et de l'autre côté, au milieu de ça, je finis, vous avez l'État qui est là, tel quelque chose qui est complètement amorphe, avec Gabriel Attal qui nous disait quand même, le 11 mars dernier, nous dirons dans les écoles ce qui s'est passé, nous dirons la vérité, telle qu'elle est, sans crainte, sans censure, sans atténuation, nous nommerons l'innommable. Alors, pardon, mais en fait, là, on réassiste exactement au scénario Samuel Paty, c'est-à-dire d'un côté, un recteur, d'abord un proviseur, une école qui n'est pas capable de démentir publiquement ce qui se passe. Ensuite, un rectorat qui n'a pas forcément réagi tout de suite. Et puis, l'État qui a du retard à l'allumage, parce que heureusement, Gabriel Attal reçoit ce proviseur, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une distorsion entre son discours et celui officiel de l'Éducation nationale. Vincent Herbret, un dernier mot. Oui, parce qu'en fait, que les élèves ne comprennent pas, c'est tellement évident quand vous regardez la pub à la télé. Quand vous regardez, par exemple, les pubs de la Commission européenne, ils viennent de lancer encore une de ces publicités gnangnan à la gloire de tout ce qu'ils font. Et là, c'est la Direction internationale pour la coopération. Et vous avez comme systématiquement, pratiquement, dans ce genre de campagne publicitaire de la Commission européenne, des filles voilées. Et là, c'est une campagne pour l'enseignement, pour la coopération et l'éducation sans frontières, pourrait-on dire. Ce sont donc des petites filles. C'est des gamines pas nubiles. C'est pas des jeunes femmes, c'est pas des étudiantes. C'est des enfants qui portent le voile d'une manière totalement stricte, comme on le faisait autrefois uniquement dans les pays où elles habitent. Donc, quelque chose qui est dingue, qui est promu donc par la Commission européenne. Donc vous avez cette espèce de discours officiel qui se déploie dans les terres, impuissant, et puis vous avez la réalité du terrain, et donc c'est incompréhensible pour les gamins. On va faire la pause. On fait la pause, Jean-Sébastien. On écoutera dans un instant Patrice Romain, ancien directeur d'école, qui témoigne. Il dit, une fois de plus, ce proviseur d'école, de lycée, a été victime du pas de vague. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à évoquer rapidement ce proviseur menacé de mort qui a dû quitter ses fonctions à Paris après qu'il ait demandé à une élève de retirer son voile. On va juste écouter Patrice Romain, ancien directeur d'école, qui est très critique sur l'incompétence de la hiérarchie à l'éducation nationale, notamment sur les questions de laïcité. Écoutez-le. Comme d'habitude, c'est un chef d'établissement épuisé qui paie les pots cassés du pas de vague cher à l'éducation nationale, tout simplement. Et il y en aura d'autres, c'est le premier d'une longue série, je vous le prédis. Durant toute ma carrière, à chaque fois, je dis bien à chaque fois, que j'ai fait remonter à ma hiérarchie un problème d'atteinte à la laïcité, à chaque fois, la hiérarchie m'a donné tort. À chaque fois.
incroyable ce que dit Patrice Romain, Geoffroy Lejeune. À chaque fois, ils lui ont donné tort. C'est-à-dire que la machine est faite pour broyer ce genre de remontée de la réalité. Moi, la question que me pose cette affaire, c'est la réalité de la prise du discours politique sur ce qui se passe en réalité dans les établissements. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, en fait, une fois que les caméras seront détournées, ces gens seront confrontés exactement au même problème, avec la même violence qui a plutôt vocation à s'intensifier qu'à se calmer. Et donc tout le monde a accueilli avec bienveillance le discours de Gabriel Attal quand il a été nommé ministre de l'Éducation nationale en juillet dernier, et en septembre quand il a interdit l'abaya. En réalité, on se rend compte que finalement le phénomène ne s'arrête pas du tout, ne baisse pas en intensité. Loin s'en faut. Ce qu'on appelait les atteintes à la laïcité ont continué à exister, à augmenter, et maintenant certains professeurs ou proviseurs sont menacés de mort. Donc je me demande si on n'est même pas passé dans le cas. Il y en a qui ont été assassinés. Il y a aussi ce que décrivait. Je pense à Samuel Paty et Dominique Bernard. Rapidement, Jean-Sébastien, on va réécouter les élèves après. Un certain nombre d'enseignants après les tragédies de Samuel Paty et Dominique Bernard, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas en interne dire leurs propres opinions. Parce que la sociologie de l'éducation nationale, à un certain niveau, elle est proche idéologiquement de certaines familles politiques comme les Insoumis. Et donc avec une vision de la laïcité, une vision de la République qui est totalement différente. Donc il y a un vrai isolement d'un certain nombre des enseignants et une vraie lâcheté politique au sommet. Et de ce point de vue-là, le choix de Mme Belloubet est parfaitement incompréhensible. Alors que Gabriel Attal avait adopté une ligne politique très claire. Emmanuel Macron, parce qu'il voulait, semble-t-il... C'est-à-dire qu'on est passé de M. Blanquer à M. Papendiaï à M. Attal et à... Non mais voilà, Mme Belloubet qui avait quand même quasiment rétabli le blasphème en considérant que la jeune Mila s'était mise Vous avez raison de le rappeler. Ne cessons pas de le rappeler. Et donc cette incompréhension, ou cette incohérence politique-là, elle est exactement ce qui mène à ça. Alors, juste on écoute les élèves pour clore ce chapitre sur le proviseur qui a dû quitter ses fonctions. Écoutez les réactions mitigées des élèves de cet établissement. Nous, on trouve ça bien qu'il ait démissionné parce que c'est pas un bon proviseur. Faut pas menacer de mort quelqu'un pour si peu. Après, s'il a démissionné, c'est qu'il se sentait peut-être en danger ou pas, je sais pas. Je m'attendais pas à que ça prenne une aussi grande ampleur, mais en vrai, tant que notre directeur il est en sécurité et il peut rien se passer pour lui, c'est mieux comme ça, quoi. Pour moi, la situation était en train de s'arranger, mais visiblement non. Les menaces de mort, il aurait jamais dû en recevoir, donc pour moi c'est inadmissible. C'est assez frappant, Vincent Hervouette. Et ceux qui disent, il lui est rien arrivé, donc tout va bien, il est en sécurité. Oui, il ne faut pas tellement demander à des adolescents ou à des préadolescents d'avoir de la compassion pour un adulte au seuil de la retraite et pour un proviseur. Et qui incarne l'autorité. Il ne le voit pas comme une victime. Alors que la fille que la lycéenne qui va se plaindre au comité contre l'islamophobie, elle se présente vraiment comme une victime. Elle est hyper choquée. Elle a été vraiment violentée. Et sa plainte a été rejetée. Elle n'a pas l'idée de baisser les yeux, de raser les murs, de considérer que ça allait trop loin, de réprouver les appels à la mort qui ont été lancés sur les réseaux sociaux. Non, elle persiste. C'est elle la victime. Donc c'est vraiment une machine. Et vous ne pouvez pas demander à des gens de 14 ans, 15 ans, 16 ans d'avoir une sympathie à celle qui s'habille comme elle veut. Parce que comment ça, on ne pourrait pas s'habiller comme on veut ? C'est une liberté élémentaire. Vous avez quand même une forme de communautarisme, de pensée, de réflexe désormais qui est bien installé dans l'opinion. On va avancer parce que les lycées sont en permanence sous les menaces, que ce soit là ce type de menaces ou les menaces terroristes, parce que chaque jour, il y a des mails malveillants qui sont envoyés à des dizaines d'établissements. Ça a touché l'Île-de-France, le Grand Est, le Nord et désormais le Sud-Est. Aucune région n'est plus épargnée. Tous les lycées sont menacés d'attentats terroristes. On fait le point avec Noémie Schultz et je vous passe la parole. Les établissements ont été visés via la plateforme Paris Classe Numérique. Il s'agit de ces espaces numériques de travail qui permettent aux parents, aux enseignants, aux élèves de communiquer entre le rectorat de Paris. Indique qu'un message de vigilance a été transmis à tous les chefs d'établissement. Les comptes ont été bloqués, les incidents bien entendu signalés. Pour chaque établissement ciblé, la menace est prise au sérieux et des levées de doute ont été organisées, parfois avec des brigades cynophiles. Selon nos confrères du Parisien, certains établissements scolaires
scolaires sont restés fermés ce matin. C'est le cas du collège Georges Duhamel dans le 15e arrondissement, ainsi que les écoles maternelles et élémentaires situées à proximité. La semaine dernière, une trentaine d'établissements, en majorité de la région parisienne, mais aussi de Bretagne, avaient reçu ces menaces. Hier, ce sont des dizaines de lycées du sud de la France qui ont été visés. Certains ont même dû être évacués. Lundi, les chiffres donnés par l'Éducation nationale étaient de 130 collèges et lycées touchés. Un chiffre qui vient donc s'alourdir aujourd'hui. Merci Noémie. On apprend à l'instant que sur ces menaces de mort, 2 nouvelles enquêtes viennent d'être ouvertes à Paris. C'est-à-dire que Tatiana Honard-Berzac, ça n'arrête pas en réalité. L'école est attaquée tous les jours dans notre pays par tous les biais possibles. Soit des menaces de mort, soit des menaces d'attentats, de décapitation. C'est tout le temps le même mail. On va vous décapiter, bande de couffards, on viendra vous égorger, vous êtes des mécréants. Ce sont des coups de boutoir permanents. Alors il y a d'un côté une réponse politique, si j'ose dire, qui est le discours de fermeté de Gabriel Attal, qui a répété encore il y a quelques jours que le cyberharcèlement et les menaces de mort ou les alertes à la bombe via les écoles, c'était 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mais ça, si vous voulez, c'est très bien de m'en dire ça, mais ça ne fait pas avancer la problématique. Et la problématique, c'est la suivante, c'est qu'en fait, en réalité, d'abord, il faut il faut la preuve par l'exemple, c'est-à-dire qu'il y ait des sanctions fermes pour qu'on montre qu'on ne peut pas impunément, justement, mettre le bazar à ce point-là et menacer des écoles, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, il faut aussi montrer que les écoles sont sécurisées, parce que je rappelle comme ce discours sur les 350 établissements, il y aurait des trous dans la raquette en termes de sécurité, avec cette question des intrusions dans les écoles, donc les alertes anti-intrusion qui ne fonctionnent pas toujours, ou qui n'existent pas, la question des portiques de sécurité ou pas, bref. Il va falloir quand même aussi trouver un système où on puisse pérenniser, ou plutôt où on puisse sanctuariser l'école sans que ça devienne un bunker. Et ça, c'est un problème, parce qu'en fait, de façon plus générale, je pense à tous ces discours sur l'entrisme et sur ces coups de boutoir, justement, la façon dont l'islam, en fait, radical, s'immisce petit à petit via les frères musulmans dans la société française. Et on le voit, il suffit de regarder ce qui se passe dans les clubs de sport, les associations, l'université, les écoles, évidemment, dans la mode, dans l'économie du halal. Plein de chercheurs l'expliquent, l'ont théorisé, expliquent qu'il y a deux choses terribles pour les islamistes radicaux. C'est d'une part l'école, et c'est ce que expliquait Gabriel Attal, parce que justement, c'est là où on s'émancipe, c'est là où on se libère, et c'est là où on lutte contre l'obscurantisme. Voilà. Et puis, c'est aussi la mixité. C'est-à-dire que c'est leur talon d'Achille, évidemment, c'est la mixité, et c'est d'imposer une mixité partout, tout le temps. Et donc ça, c'est un vrai travail à avoir. Vincent, un dernier mot là-dessus avant tout ça est totalement vrai, mais il y a une espèce de stratégie d'attention qui profite toujours, évidemment, aux extrémistes. On est frappé de cette espèce de façon d'électriser quand même, avec cette menace qui tétanise tout le monde. Effectivement, 5 jours après le carnage de Moscou, qui nous a rappelé quand même qu'il y avait une menace bien réelle, bien présente, et beaucoup moins loin que les canons chinois ou russes. Et donc, je pense qu'il profite de tout, il tout fait ventre. Quand vous avez un agenda, quand vous avez un but comme ça déterminé, qui est celui des frères musulmans, des islamistes en général, tout profite. La stratégie d'attention, ça vous profite, évidemment. Qu'il soit effectivement... Oui, Jean-Sébastien. Il y a tout ce qui est souterrain, c'est-à-dire qu'il y a ces menaces, effectivement, qui s'inscrivent dans une stratégie de l'attention, mais il y a tout ce qui se passe dans le quotidien, c'est-à-dire la pression sociale. Parce que pourquoi il est important que l'école soit préservée des signes religieux ? C'est pas tant parce que c'est dérangeant de voir quelqu'un qui exprimerait qu'il a des convictions religieuses, c'est parce que c'est la pression sociale qui va avec, bien souvent, et nous sommes en période de Ramadan, il y a la pression qui s'exerce sur ceux qui ne font pas le Ramadan. Alors elle s'exerce dans un certain nombre d'endroits ailleurs dans la société française, mais l'école, elle doit en être préservée. Qu'il n'y ait pas des enfants à qui on dise tu es un bon ou une mauvaise musulmane parce que tu ne portes pas le voile, ou parce que tu parles à des garçons alors qu'en tant que musulmane, tu ne devrais pas parler à des garçons, ou parce que tu ne fais pas le Ramadan, parce que c'est ça qui se passe dans les écoles françaises. Et il y a même une pression qui s'exerce sur les autres élèves. Je crois vous avoir déjà mentionné le cas de cette jeune fille qui avait dénoncé, elle n'a même pas dénoncé, elle a protesté contre un camarade qui diffusait des vidéos de décapitation de Daesh. Que lui est-il arrivé ? Harcèlement scolaire, aucun soutien de l'établissement, aucun soutien du rectorat. C'est elle qui a quitté l'établissement, j'imagine. Non seulement elle a quitté l'établissement, ses parents ont dû quitter la ville. Bon, terrible.